Imaginez la Terre vue depuis l'espace. La nuit avance sur les continents. Les villes deviennent de petites braises immobiles. Les nuages glissent lentement au-dessus des océans. Et au milieu du Pacifique, très loin des rues, des chambres et des fenêtres éclairées, quelque chose change. Ce n'est pas une explosion. Ce n'est pas une tempête que l'on voit arriver comme un mur. Ce n'est pas un monstre dans le ciel. C'est une chaleur immense étalée sur l'océan, presque silencieuse. Une partie du Pacifique équatorial devient plus chaude que d'habitude. L'eau de surface prend quelques dixièmes de degré, puis parfois davantage. Sous la surface, une réserve de chaleur se déplace lentement. Les vents qui soufflent normalement d'est en ouest deviennent moins réguliers. Les nuages changent d'endroit. Les pluies commencent à se déplacer. Et peu à peu, une question apparaît. Comment un océan peut-il modifier la météo du monde? Comment une anomalie de température, perdue au milieu du Pacifique, peut-elle influencer des sécheresses, des pluies extrêmes, des vagues de chaleur, des récoltes, des ouragans, des rivières et même la manière dont une saison se fait sentir à des milliers de kilomètres? En 2026, cette question revient avec une intensité particulière. Les centres climatiques surveillent le Pacifique. Les satellites regardent la hauteur de la mer, les bouées mesurent la température. Les modèles saisonniers calculent des probabilités. Les cartes changent de couleur. Un nouvel El Niño est présent. Il est attendu qu'il se renforce vers l'hiver de l'hémisphère nord, en 2026, 2027. Et certains scénarios envisagent un événement très fort. Mais il faut avancer avec prudence. La science du climat n'est pas une boule de cristal. Elle ne dit pas « voilà exactement ce qui arrivera dans chaque ville à chaque date ». Elle dit plutôt « les probabilités se déplacent ». Le système se charge. Certaines régions deviennent plus exposées à la sécheresse. D'autres voient le risque de pluies intenses augmenter. La chaleur de fond rend certains événements plus lourds, plus coûteux, plus difficiles à traverser. Alors, lorsque l'on entend dire que 2026 pourrait connaître un El Niño historique, il faut entendre à la fois l'alerte et la nuance. Historique ne veut pas dire certain. Fort ne veut pas dire identique partout. Et météo mondiale déréglée ne veut pas dire que le ciel devient fou d'un seul coup. Cela veut dire que l'un des grands mécanismes naturels de la planète pousse les dés du climat dans une direction différente. Ce soir, nous allons suivre cette chaleur. Nous allons partir du Pacifique, regarder les vents, les nuages, les pluies, les souvenirs des grands El Niño du passé, puis revenir à une idée plus calme. Ce qui fait peur dans El Niño, ce n'est pas seulement sa force, c'est le fait qu'il agit dans un monde déjà plus chaud. Un monde où l'air contient plus d'énergie, un monde où l'océan garde plus de chaleur, un monde où une poussée naturelle peut trouver un terrain plus fragile qu'autrefois. Et pourtant, comprendre ce phénomène, ce n'est pas céder à la panique. C'est exactement l'inverse. C'est regarder la machine lentement, c'est entendre son rythme. C'est remplacer l'idée vague d'un climat hors de contrôle par une carte plus précise, plus humble, plus utile. Une carte faite d'eau chaude, de vent, de pression atmosphérique, de saison, de probabilité. Et peut-être pendant que la nuit descend, cette carte peut nous aider à respirer un peu plus lentement. Pour comprendre El Niño, il faut d'abord imaginer l'océan Pacifique comme un immense bassin. Pas un bassin immobile, un bassin vivant, traversé par les vents, chauffé par le soleil, relié à l'atmosphère, à la pluie, aux nuages, aux courants profonds. En temps normal, près de l'équateur, les vents alizés soufflent d'est en ouest. Ils poussent les eaux chaudes de surface vers l'ouest du Pacifique, vers l'Indonésie, vers l'Australie, vers cette partie du monde où l'océan devient particulièrement chaud et où l'air humide monte facilement.
À l'est, près de l'Amérique du Sud, l'eau chaude est en partie repoussée. Des eaux plus froides peuvent remonter des profondeurs. Elles apportent des nutriments, nourrissent la vie marine et maintiennent une différence de température entre l'ouest et l'est du Pacifique. Cette différence n'est pas un détail. Elle aide à organiser les nuages. Elle aide à organiser les pluies tropicales. Elle participe à la grande circulation de l'air au-dessus de l'océan. Puis parfois, le système change de posture. Les alizés faiblissent. Par endroits, ils peuvent même s'inverser brièvement. L'eau chaude qui était accumulée à l'ouest commence à se déplacer vers le centre et l'est du Pacifique. La surface de l'océan devient plus chaude que la normale dans une région clé. L'atmosphère répond. Les zones de convection, c'est-à-dire les zones où l'air chaud et humide monte et forme des nuages profonds, se déplacent elles aussi. La pression atmosphérique change. Les pluies changent de place. Et ce couplage entre l'océan et l'atmosphère forme ce que nous appelons El Niño. El Niño n'est donc pas seulement une eau un peu plus chaude. C'est une conversation entre la mer et le ciel. L'océan chauffe l'air. L'air modifie les vents. Les vents déplacent l'eau. L'eau modifie les nuages. Et les nuages, à leur tour, influencent la manière dont l'énergie est répartie autour du globe. Cette conversation appartient à un cycle plus large, appelé ENSO. ENSO signifie El Niño Southern Oscillation. Il comporte plusieurs états. Il y a El Niño, la phase chaude. Il y a la Niña, la phase froide, lorsque les eaux du Pacifique central et oriental deviennent plus fraîches que la normale et que les alizés sont souvent renforcés. Et il y a les périodes neutres, où le système ne penche pas fortement d'un côté ou de l'autre. Ce cycle n'a pas une horloge parfaite, il revient souvent tous les 2 à 7 ans, mais il ne se répète jamais exactement de la même manière. Certains El Niño sont faibles, d'autres sont modérés, d'autres sont forts, et quelques-uns deviennent très forts lorsque l'anomalie de température de surface dépasse certains seuils dans la région que les climatologues surveillent. Mais même ces mots, faible, modéré, fort, très fort, ne suffisent pas à décrire tout ce qui se passe. Parce qu'un El Niño n'est pas seulement une intensité, c'est aussi une forme. Où la chaleur est-elle placée? Est-elle plus forte dans le Pacifique central ou plus proche des côtes de l'Amérique du Sud? À quel moment de l'année atteint-elle son maximum? Combien de temps dure-t-elle? Comment interagit-elle avec l'océan Indien, avec l'Atlantique, avec les modes de variabilité régionaux? Ces détails comptent. Ils expliquent pourquoi 2 El Niño de force comparable peuvent produire des effets différents. Et pourquoi les prévisions ne disent jamais simplement « El Niño arrive », donc tel pays aura exactement tel temps. Elles disent plutôt « dans cette configuration, la probabilité de certaines anomalies augmente ». Le sud des États-Unis peut devenir plus humide en hiver. Certaines parties de l'Indonésie et de l'Australie peuvent devenir plus sèches. Des régions d'Amérique du Sud peuvent recevoir plus de pluie. L'Atlantique tropical peut devenir moins favorable aux ouragans, tandis que le Pacifique peut devenir plus actif. Mais ce sont des tendances, pas des promesses mécaniques. La météo locale reste influencée par beaucoup d'autres facteurs. Voilà pourquoi El Niño est à la fois puissant et subtil. Puissant parce qu'il déplace des quantités immenses de chaleur. Subtil parce qu'il agit par probabilité. Il ne pousse pas chaque nuage avec la main. Il change le décor dans lequel les nuages se forment. Il ne décide pas de chaque tempête. Il modifie la scène sur laquelle les tempêtes deviennent plus ou moins probables. Et c'est précisément pour cela qu'il fascine les scientifiques. Il montre qu'un changement lent dans l'océan peut devenir une histoire planétaire. Une histoire écrite dans l'eau, puis relue par l'atmosphère. Si 2026 attire autant l'attention, ce n'est pas parce qu'un seul chiffre aurait soudain tout expliqué. C'est parce que plusieurs signaux se sont alignés. Au début de l'année, le Pacifique sortait d'une période plus froide.
liée à la Niña ou à des conditions proches de la Niña. Puis la situation a évolué. Les eaux de surface se sont rapprochées des seuils d'El Niño. Des anomalies de chaleur sont apparues sous la surface. Le système océan-atmosphère a commencé à montrer les signes classiques d'un basculement. Les centres de prévision ont alors surveillé la question la plus importante. L'océan et l'atmosphère se parlent-ils vraiment? Car il ne suffit pas que l'eau soit chaude pendant quelques semaines. Pour qu'El Niño s'installe, il faut que l'atmosphère réponde. Il faut que les vents changent. Il faut que la convection tropicale se déplace. Il faut que les indices de pression atmosphérique deviennent cohérents avec la phase chaude du cycle. Lorsque cette réponse apparaît, les scientifiques disent que le système est couplé. Cela signifie que l'océan n'est plus seul à porter l'anomalie. Le ciel commence à entrer dans la danse. En juin 2026, les discussions officielles du Climate Prediction Center de la NOAA décrivent des conditions El Niño présentes et attendues en renforcement vers l'hiver de l'hémisphère nord. Le message est important, non pas parce qu'il annonce une catastrophe certaine, mais parce qu'il indique que le système est déjà engagé. Dans les prévisions saisonnières, la période critique se situe souvent vers la fin de l'année, lorsque El Niño atteint généralement son pic. Pour 2026, 2027, certains modèles donnent une probabilité élevée que l'événement devienne très fort pendant la période de novembre à janvier. Dans le langage opérationnel, très fort signifie que les anomalies de température de surface dans la région de référence dépassent un seuil élevé. Ce seuil n'est pas magique. Il ne transforme pas automatiquement chaque pays en zone de crise. Mais historiquement, les El Niño très forts ont davantage de chances de produire des impacts marqués. Ils déplacent plus nettement les probabilités. Ils rendent certains schémas plus robustes. Ils donnent aux services météo, aux agriculteurs, aux gestionnaires de l'eau, aux agences humanitaires et au gouvernement une raison de regarder plusieurs mois à l'avance. La WMO, l'Organisation météorologique mondiale, insiste justement sur cette idée. Les prévisions ne sont pas seulement des cartes pour les scientifiques. Elles sont du temps gagné, du temps pour préparer des systèmes d'alerte, du temps pour vérifier les réserves d'eau, du temps pour adapter des cultures, du temps pour protéger les personnes les plus exposées à la chaleur, à la sécheresse ou aux... En 2026, l'inquiétude vient aussi du contexte. Le monde n'est pas dans le même état qu'il y a un siècle. L'océan a absorbé une quantité énorme de chaleur supplémentaire. L'atmosphère est plus chaude. Une atmosphère plus chaude peut contenir davantage de vapeur d'eau. Cela ne veut pas dire qu'il pleuvra partout davantage. Cela veut dire que, lorsque les conditions sont réunies pour de fortes pluies, le potentiel d'intensité peut être plus élevé. Et lorsque les conditions sont réunies pour la chaleur ou la sécheresse, le stress peut devenir plus dur à supporter. El Niño agit donc sur une planète déjà chargée. C'est un peu comme une vague qui arrive dans un port où le niveau de la mer est déjà plus haut. La vague n'est pas nouvelle, mais son effet peut atteindre des endroits que l'on croyait encore protégés. Il faut aussi parler du mot historique. Ce mot attire l'attention. Il est puissant. Il donne l'impression que nous sommes au bord d'un événement rare. Mais il peut aussi tromper. Les records modernes d'El Niño, ceux que l'on compare le plus facilement, remontent surtout à l'époque des observations instrumentales plus cohérentes, notamment depuis le milieu du XXe siècle. Lorsque certains évoquent les grands événements du XIXe siècle, comme celui de ils entrent dans un territoire plus complexe. Les reconstructions historiques existent. Les archives de sécheresse, de famine, de moussons défaillantes et d'anomalies climatiques sont impressionnantes. Mais ce ne sont pas les mêmes instruments, pas les mêmes satellites, pas les mêmes bouées, pas les mêmes séries homogènes. Comparer 2026 à 1877 peut être utile pour raconter l'échelle du risque. Mais cela ne doit pas devenir une phrase trop simple. On ne doit pas dire « c'est déjà le plus fort depuis 140 ans ». On peut dire
Si les scénarios les plus forts se confirment, 2026, 2027 pourrait rejoindre les événements les plus remarquables de l'époque moderne et rappeler pourquoi les grands El Niño du passé ont laissé une trace si profonde. La nuance n'affaiblit pas le sujet, elle le rend plus sérieux. Et parfois, un sujet devient encore plus inquiétant lorsqu'on cesse de l'exagérer. Parce qu'alors, il ne dépend plus d'un cri. Il repose sur des cartes, des observations, des probabilités et sur cette chaleur réelle qui se déplace dans l'océan. Pour comprendre pourquoi El Niño inquiète autant, il faut regarder en arrière. Pas pour chercher une répétition parfaite. Le climat ne rejoue jamais exactement la même scène, mais pour entendre l'écho. Certains événements El Niño ont laissé des traces fortes dans l'histoire récente. L'événement de 1982, 1983 a surpris le monde scientifique par son intensité et par les dégâts associés. À l'époque, les systèmes d'observation n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Les satellites existaient, mais le réseau d'observation océanique était beaucoup moins complet. Une grande partie de l'événement s'est révélée au moment où ses effets étaient déjà visibles. Des pluies intenses ont touché certaines régions. Des sécheresses ont frappé d'autres parties du monde. Les écosystèmes marins ont été perturbés. Des économies ont été secouées. Puis il y a eu un 997, un 998. Celui-là est devenu une référence. Un El Niño très fort, observé avec des outils plus modernes, suivi par des scientifiques qui voyaient se déployer sous leurs yeux une expérience naturelle à l'échelle de la planète. Dans certaines régions, les pluies ont été exceptionnelles. Dans d'autres, la sécheresse s'est installée. La température globale a été poussée vers le haut. Les cartes météo de cet hiver-là montrent la manière dont le Pacifique peut réorganiser les trajectoires de tempêtes, déplacer les zones de convection et influencer des continents entiers. Puis 2015, 2016 est venu rappeler que ces grands événements n'appartenaient pas seulement au passé. Là encore, les températures du Pacifique tropical ont atteint des niveaux très élevés. Là encore, la chaleur globale a été amplifiée. Là encore, les impacts se sont mêlés à un contexte climatique plus chaud. Ce qui rend ces épisodes importants, ce n'est pas seulement leur classement. Ce n'est pas seulement de savoir lequel était numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. C'est de voir ce qu'un grand El Niño peut faire à la distribution des risques. Il peut réduire les ouragans dans l'Atlantique tout en favorisant l'activité dans certaines parties du Pacifique. Il peut rendre certaines régions plus humides, jusqu'à provoquer des inondations. Il peut assécher d'autres régions, parfois au moment critique pour les cultures. Il peut blanchir des coraux, perturber la pêche, modifier la disponibilité de nourriture et d'eau. Et dans les pays les plus vulnérables, il peut transformer une anomalie climatique en crise humaine. Le cas de un 877, un 878 est encore plus lourd, presque trop lourd pour une histoire du soir. Cet événement est souvent associé à de grandes sécheresses, à des moussons défaillantes, à des famines et à des millions de morts dans plusieurs régions du monde. Mais il faut le raconter avec beaucoup de soin. Le monde de 1877 n'était pas seulement frappé par le climat, il était aussi traversé par des systèmes coloniaux, des inégalités, des marchés de nourriture, des décisions politiques, des infrastructures limitées, des communications lentes. Le climat a joué un rôle immense. Mais la catastrophe humaine n'était pas seulement météorologique, elle était aussi sociale. Cette distinction est importante parce qu'elle nous empêche de transformer El Niño en force surnaturelle. Un aléa naturel devient une catastrophe lorsqu'il rencontre de la vulnérabilité. Une sécheresse devient une famine lorsque les systèmes de protection échouent. Une pluie extrême devient un désastre lorsque les villes, les rivières et les sols ne peuvent pas l'absorber. Une chaleur anormale devient une crise sanitaire lorsque les personnes fragiles n'ont pas d'abri, d'eau, d'informations, de soins. Alors,
Lorsque l'on évoque les grands El Niño du passé, la vraie leçon n'est pas seulement regarder comme la nature peut être violente. La vraie leçon est plus profonde. Regarder comme une perturbation climatique peut révéler la fragilité d'un système humain. Aujourd'hui, nous avons des satellites, nous avons des bouées, nous avons des modèles saisonniers, nous avons des systèmes d'alerte, nous avons des agences capables de préparer des réponses avant que la crise ne soit visible. Mais nous avons aussi des villes plus grandes, des chaînes alimentaires complexes, des populations exposées à la chaleur, des écosystèmes déjà stressés, des ressources en eau parfois tendues. Le passé ne revient pas tel quel. Il laisse une ombre. Et cette ombre nous demande ce que nous faisons du temps d'avance que la science nous donne. À première vue, il semble presque impossible qu'une partie de l'océan puisse influencer la météo de régions si éloignées. Le Pacifique est immense, mais le monde l'est aussi. Comment une eau plus chaude près de l'équateur peut-elle toucher les pluies en Afrique, la mousson en Asie, les hivers d'Amérique du Nord, les sécheresses en Australie ou les tempêtes du Pacifique? La réponse se trouve dans un mot un peu étrange. Téléconnexion. Une téléconnexion climatique, c'est un lien à distance. Un changement dans une région du système climatique modifie la circulation de l'atmosphère et cette modification se propage comme une onde, comme une réorganisation lente mais puissante des courants d'air. Pendant El Niño, les eaux chaudes du Pacifique central et oriental favorisent la formation de nuages profonds dans des zones inhabituelles. Ces nuages libèrent de la chaleur dans l'atmosphère. Cette chaleur n'est pas seulement locale. Elle modifie les grandes cellules de circulation. Elle influence la position des jets atmosphériques. Elle peut déplacer la trajectoire des tempêtes. Elle change l'endroit où l'air monte et l'endroit où l'air descend. Or, là où l'air monte, les nuages et les pluies deviennent plus probables. Là où l'air descend, le ciel peut devenir plus sec, plus stable, plus propice à la chaleur et à la sécheresse. De cette manière, El Niño ne transporte pas physiquement une tempête du Pacifique jusqu'à chaque continent. Il réécrit certaines lignes de la circulation, il modifie le plan de la scène, et les acteurs météorologiques jouent ensuite dans un décor différent. Dans certaines parties du monde, les effets typiques sont assez bien connus. Mais typique ne veut pas dire automatique. En moyenne, El Niño est souvent associé à des conditions plus humides dans certaines zones du sud des États-Unis, du sud de l'Amérique du Sud, de la Corne de l'Afrique ou d'Asie centrale, selon les saisons. Il est aussi souvent associé à des conditions plus sèches dans certaines parties de l'Australie, de l'Indonésie, de l'Amérique centrale, du nord de l'Amérique du Sud, des Caraïbes et du sud de l'Asie. Mais une carte d'impact typique n'est pas une carte de destin. Elle ne peut pas dire à une ville précise quelle pluie tombera tel jour. Elle montre seulement que les dés sont chargés. Dans certaines régions, les faces sèches apparaissent plus souvent. Dans d'autres, les faces humides deviennent plus probables. Et dans un monde plus chaud, ces dés ne roulent plus sur exactement la même table. Prenons la pluie, une atmosphère plus chaude peut contenir plus de vapeur d'eau. Cela signifie que lorsque l'air se soulève et que les conditions sont réunies, les pluies intenses peuvent devenir plus intenses. Mais cela ne veut pas dire que tout devient plus humide, car si une région reçoit moins de passages pluvieux, plus de chaleur peut aussi accélérer l'évaporation, assécher les sols, augmenter le stress des plantes et faire baisser les réserves d'eau. Le même El Niño peut donc aider à produire des inondations dans une région et une sécheresse ailleurs. Ce n'est pas contradictoire. C'est la logique même d'un système global. L'énergie et l'humidité ne disparaissent pas. Elles se redistribuent. Et cette redistribution n'est jamais parfaitement équilibrée du point de vue humain. Elle peut donner trop d'eau ici, pas assez là-bas, trop de chaleur ici, un hiver étrange ailleurs. Un océan trop chaud pour certains écosystèmes, une saison des pluies trop faible pour certaines cultures, une mer plus haute pendant certaines périodes de marée pour certaines côtes.
Ce qui rend El Niño si important, c'est donc sa capacité à déplacer les probabilités sur de vastes régions, pas à contrôler chaque détail, mais à incliner le système. Et parfois, une petite inclinaison suffit à faire basculer une situation déjà fragile. Une ville dont les drains sont déjà saturés, une région agricole qui attend une pluie au bon moment, un réservoir déjà bas, une population déjà exposée à la chaleur. Dans ces cas-là, une anomalie saisonnière n'est pas abstraite. Elle devient une expérience quotidienne. Elle devient une facture. Elle devient une récolte. Elle devient une route coupée. Elle devient une nuit trop chaude pour dormir. Et c'est peut-être là que le sujet rejoint notre propre respiration. Le climat paraît lointain tant qu'il reste sur une carte, mais il devient très proche lorsqu'il entre dans l'eau que l'on boit, l'air que l'on respire, la nourriture que l'on cultive, la fenêtre que l'on ouvre la nuit pour chercher un peu de fraîcheur. Lorsque l'on parle d'El Niño, les images viennent vite. Un sol fissuré, une rivière trop basse, une ville sous la pluie, des champs brûlés par la sécheresse, une mer trop chaude, des cartes rouges. Mais il faut ralentir. Ces images ne doivent pas devenir un collage de peur. Elles doivent rester liées au mécanisme. La sécheresse, par exemple, n'est pas seulement l'absence de pluie. C'est aussi une histoire de température, de vent, de sol, de végétation, de réserve, de saison. Si les pluies manquent au moment où les plantes en ont besoin, l'impact peut être plus grand que si elles manquent à un autre moment. Si les températures sont élevées, les sols perdent plus vite leur humidité. Si les réserves d'eau sont déjà faibles, une saison sèche devient plus dangereuse. El Niño peut favoriser ce type de configuration dans certaines régions, pas partout, mais suffisamment souvent pour que les services climatiques surveillent attentivement les zones agricoles, les réservoirs et les régions déjà vulnérables. Les pluies extrêmes ont une autre logique. Quand la circulation atmosphérique déplace les zones de convection ou les trajectoires de tempête, certaines régions peuvent recevoir beaucoup plus d'eau que d'habitude. Et si l'air est plus chaud, il peut porter davantage de vapeur d'eau. Alors, lorsque la pluie commence, elle peut tomber plus fort. Là encore, El Niño n'est pas seul. Il travaille avec la saison. Il travaille avec la saison. Il travaille avec la topographie. Il travaille avec l'état des sols. Il travaille avec l'urbanisation. Une pluie intense sur une forêt, sur un champ, sur une ville bétonnée ou sur une vallée escarpée n'a pas le même effet. Le risque naît de la rencontre entre le ciel et le sol. Puis il y a la chaleur. El Niño a tendance à pousser la température globale vers le haut, surtout l'année qui suit son développement ou autour de son pic selon les configurations. Il ajoute une impulsion naturelle à une tendance de fond déjà liée au réchauffement climatique. Cette impulsion peut sembler petite dans une moyenne globale, quelques dixièmes de degrés. Mais les moyennes globales cachent des réalités locales. Une vague de chaleur n'est pas une moyenne. C'est un corps qui cherche de l'ombre. C'est une ville qui ne refroidit plus assez la nuit. C'est un hôpital qui voit arriver plus de personnes fragiles. C'est un travailleur dehors. Un enfant, une personne âgée, une maison mal isolée, une mer trop chaude pour certains coraux. Dans un monde plus chaud, la base est plus élevée. Alors un El Niño très fort peut aider à pousser certains records plus loin. Il ne crée pas à lui seul toute la chaleur du monde, mais il peut l'amplifier, comme une marée qui arrive sur une mer déjà haute. Il y a aussi les océans eux-mêmes. Lorsque l'eau de surface devient très chaude, les écosystèmes marins peuvent souffrir. Les poissons se déplacent. Les chaînes alimentaires changent. Certains récifs coralliens subissent un stress thermique. Les pêcheries peuvent être perturbées. Pour les communautés qui dépendent de la mer,
Ce ne sont pas seulement des courbes. Ce sont des revenus, des habitudes, des repas, des saisons de travail. Et puis il y a les côtes. Lors de certains El Niño, le niveau de la mer peut être temporairement plus élevé dans certaines régions à cause de la chaleur de l'eau et des changements de circulation. Combiné aux marées, aux tempêtes ou aux infrastructures côtières vulnérables, cela peut augmenter le risque d'inondation de marées hautes. Encore une fois, ce n'est pas partout, ce n'est pas tout le temps, mais c'est une raison de surveiller. Dans cette histoire, le mot risque est plus juste que le mot destin. El Niño ne condamne pas un lieu. Il modifie les chances. Et lorsqu'un risque augmente, la question devient qui est exposé, qui est préparé, qui peut s'adapter, qui sera oublié. La météo devient alors une question humaine, non pas parce que les nuages auraient des intentions, mais parce que nous vivons sous eux. Une erreur fréquente consiste à imaginer El Niño comme un bouton global. On appuierait dessus et la Terre entière recevrait le même type de météo anormale. Mais le climat ne fonctionne pas ainsi. Un El Niño peut être très fort sans produire partout des effets spectaculaires. Il peut produire des impacts marqués dans certaines régions et beaucoup plus faibles dans d'autres. Il peut correspondre aux cartes typiques dans certains endroits et surprendre ailleurs. Pourquoi ? D'abord parce que l'atmosphère est un système chaotique. Chaotique ne veut pas dire incompréhensible, cela veut dire sensible. De petits détails peuvent influencer la trajectoire exacte d'une dépression, la position d'un blocage atmosphérique, la date d'une pluie, l'intensité d'une vague de froid ou de chaleur. El Niño donne une tendance de fond. La météo locale écrit les phrases quotidiennes. Ensuite, El Niño n'agit jamais seul. Il rencontre d'autres modes climatiques. L'océan Indien peut être plus chaud d'un côté que de l'autre. L'Atlantique tropical peut avoir sa propre configuration. Les glaces, les sols, les moussons. Les oscillations atmosphériques régionales peuvent renforcer ou atténuer certains effets. Le climat est une conversation à plusieurs voix. El Niño est une voix très forte, mais ce n'est pas la seule. Il y a aussi la question de la saison. Un même signal océanique n'a pas les mêmes conséquences selon qu'il apparaît au printemps, en été, en automne ou en hiver. Les cultures ne sont pas au même stade, les moussons ne sont pas dans la même phase, les tempêtes ne suivent pas les mêmes routes. Les populations ne sont pas exposées aux mêmes risques. Voilà pourquoi les scientifiques préfèrent les cartes probabilistes. Elles peuvent sembler moins spectaculaires que les titres, mais elles sont plus honnêtes. Elles disent « Ici, la probabilité de conditions plus sèches que la normale est plus élevée. Là, la probabilité de température au-dessus de la normale domine. Ailleurs, l'incertitude reste forte. » Ce langage paraît parfois frustrant. Nous aimerions une phrase simple. Nous aimerions savoir exactement si l'hiver sera humide, si l'été sera brûlant, si la pluie viendra, si le champ tiendra, si la ville sera protégée. Mais le monde réel nous donne rarement ce confort. Il nous donne des probabilités. Et les probabilités ne sont pas faibles parce qu'elles sont prudentes. Elles sont puissantes parce qu'elles permettent d'agir avant la certitude. Imaginez un médecin qui dit « le risque augmente, il faut surveiller ». Ce n'est pas une condamnation, mais ce n'est pas rien. La prévision climatique fonctionne un peu de cette manière. Elle ne dit pas que chaque région tombera malade. Elle dit que certaines vulnérabilités doivent être prises au sérieux. Et cette nuance change tout. Elle empêche la panique générale. Elle empêche aussi l'indifférence. Car l'indifférence vient souvent de l'idée inverse. Puisque tout n'est pas certain, rien n'est important. Mais en matière de attendre la certitude absolue revient souvent à attendre trop tard. La bonne posture est entre les deux. Ne pas annoncer la fin du monde. Ne pas fermer les yeux. Regarder les probabilités.
Regardez les lieux fragiles. Regardez les signaux qui deviennent cohérents. Puis décidez avant que la crise ne soit devenue visible depuis la fenêtre. El Niño nous oblige à apprendre cette manière de penser. Une pensée moins binaire, moins confortable peut-être, mais plus proche du réel. Il faut maintenant poser la question la plus délicate. Que change le réchauffement climatique dans l'histoire d'El Niño? La réponse n'est pas aussi simple que certains slogans. On ne peut pas dire proprement que le réchauffement climatique crée chaque El Niño. El Niño est un phénomène naturel, une phase d'un cycle océan-atmosphère qui existe depuis longtemps. On ne peut pas dire non plus, de façon opérationnelle simple, que les El Niño deviennent automatiquement plus fréquents ou plus forts à cause du réchauffement. Les organisations scientifiques restent prudentes sur ce point. Mais cela ne signifie pas que le réchauffement ne change rien. Il change le décor, il élève la température de fond, il charge l'océan en chaleur, il rend l'atmosphère capable de contenir davantage de vapeur d'eau. Il augmente le niveau moyen de la mer. Il fragilise certains écosystèmes avant même l'arrivée d'un événement naturel. Alors, lorsqu'El Niño survient, il arrive sur une planète différente. Un El Niño dans un monde plus frais et un El Niño dans un monde plus chaud ne se déposent pas sur le même sol. La même anomalie peut produire des conséquences plus lourdes parce que les marges de sécurité ont diminué. Prenez la chaleur nocturne. Dans beaucoup de villes, les nuits se réchauffent plus vite que les journées. Les bâtiments, les routes, le béton gardent la chaleur. Le corps humain a besoin de nuits plus fraîches pour récupérer. Si un El Niño contribue à pousser une saison vers plus de chaleur, dans une ville déjà exposée, le résultat peut être plus qu'un inconfort. Il peut devenir un risque sanitaire. Prenez les pluies intenses. Une atmosphère plus chaude peut fournir plus d'humidité. Si la circulation atmosphérique rend certaines pluies plus probables, l'intensité peut être renforcée par cette humidité supplémentaire. Mais dans d'autres régions, si la pluie se retire, la chaleur supplémentaire peut assécher les sols plus vite. Le même monde plus chaud peut donc amplifier deux risques opposés. Trop d'eau ou pas assez. Prenez les océans. Les vagues de chaleur marine peuvent stresser les coraux, modifier les espèces présentes, affecter les pêcheries. Si El Niño ajoute encore de la chaleur à des régions déjà chaudes, certains écosystèmes peuvent franchir des seuils difficiles. La question n'est donc pas seulement « quelle sera la force d'El Niño ?» La question est aussi « et en 2026, il arrive dans un monde qui a déjà connu des années exceptionnellement chaudes. Il arrive après un El Niño récent, celui de 2023-2024, qui a contribué à une période de chaleur globale record. Il arrive dans un climat où les extrêmes ont déjà plus de place. C'est pour cela que les scientifiques parlent d'impact amplifié. Pas parce que chaque événement peut être réduit à une cause unique, mais parce que le système entier a changé de niveau de base. Imaginez une rivière. Si son niveau est bas, une pluie forte peut provoquer une crue modérée. Si son niveau est déjà haut, la même pluie peut devenir plus dangereuse. Le réchauffement climatique agit souvent comme ce niveau de base. Il ne remplace pas les phénomènes naturels. Il modifie leurs conséquences. Ce point est essentiel pour éviter deux erreurs opposées. La première erreur serait de dire « El Niño est naturel », donc il n'a rien à voir avec la crise climatique. La seconde serait de dire « tout est causé directement par la crise climatique, donc le mécanisme naturel n'a plus d'importance ». La réalité est entre les deux. El Niño reste un phénomène naturel, mais il se déroule dans un monde transformé par nos émissions. Et c'est cette superposition qui rend 2026 si important à regarder. Pas comme une prophétie. Comme un test. Un test de notre capacité à comprendre les risques composés. Un test de notre capacité à ne pas séparer artificiellement l'océan, l'atmosphère, les villes, les cultures, la santé et les décisions humaines.
Le climat n'est pas seulement une courbe, et lorsqu'une chaleur supplémentaire tire sur un fil, d'autres fils bougent avec lui. La partie la plus rassurante de cette histoire est peut-être celle-ci. Nous ne regardons pas El Niño avec les mêmes yeux qu'autrefois. Aujourd'hui, des satellites mesurent la hauteur de la mer. Des bouées enregistrent la température de l'océan, parfois en profondeur. Des modèles climatiques comparent des milliers de scénarios. Des centres de prévision publient des mises à jour régulières. Des agences humanitaires peuvent recevoir des informations des mois avant les pires impacts possibles. Tout cela ne supprime pas le risque, mais cela change notre position face au risque. Autrefois, une anomalie pouvait être comprise trop tard. Aujourd'hui, nous voyons parfois la vague avant qu'elle atteigne le rivage. Pas toujours parfaitement, pas avec certitude, mais assez tôt pour que la préparation ait un sens. La préparation peut sembler moins spectaculaire que la catastrophe. Elle fait moins de bruit. Elle ressemble à des réunions, à des cartes, à des stocks, à des canaux nettoyés, à des messages envoyés, à des semences adaptées, à des plans de chaleur, à des réserves d'eau, à des centres de refroidissement, à des assurances, à des systèmes d'alerte. Elle n'a pas la force visuelle d'une ville inondée, mais elle peut sauver beaucoup plus. Dans les régions exposées à la sécheresse, se préparer peut signifier gérer l'eau avant qu'elle manque. Dans les régions exposées aux pluies fortes, cela peut signifier vérifier les digues, les drains, les zones. Dans les régions exposées à la chaleur, cela peut signifier protéger les personnes âgées, les travailleurs extérieurs, les enfants, les personnes sans logement, les quartiers sans arbres. Dans les systèmes agricoles, cela peut signifier diversifier les cultures, surveiller les maladies, anticiper les prix et les besoins. Dans les écosystèmes marins, cela peut signifier prévoir les déplacements d'espèces, protéger certaines zones, suivre les températures de l'eau. La science n'est pas seulement une description du monde, elle peut devenir une marge de temps. Et parfois, une marge de temps est la différence entre subir et agir. Il faut toutefois rester humble. Les prévisions saisonnières ne sont pas des prévisions météo jour par jour. Elles ne disent pas « il pleuvra ici mardi à 16 heures ». Elles disent « pour cette saison, dans cette région, la probabilité d'un type d'anomalie est plus élevée ». Cette information peut sembler abstraite, mais pour ceux qui gèrent l'énergie, la santé, l'agriculture, elle est précieuse. Elle aide à préparer des options. Pas une certitude. Des options. C'est peut-être la manière la plus saine de regarder 2026. Non pas comme une année déjà écrite, mais comme une année dont certains risques deviennent plus lisibles. Plus lisible ne veut pas dire moins grave. Cela veut dire moins invisible. Et il y a une forme de calme dans ce passage de l'invisible au visible. Lorsque quelque chose a un nom, une carte, une probabilité, une histoire, il cesse d'être seulement une menace vague. Il devient une chose que l'on peut surveiller, une chose contre laquelle on peut se préparer, une chose que l'on peut expliquer sans crier. Et dans le cas d'El Niño, expliquer sans crier est important, parce que la peur seule fatigue. La compréhension, elle, peut durer. Revenons maintenant à l'image du début. La Terre vue depuis l'espace. Un océan immense. Une chaleur qui se déplace lentement. Des nuages qui changent de place. Des vents qui perdent un peu de leur rythme habituel. Rien, dans cette image, ne ressemble à une catastrophe instantanée. Et pourtant, cette lenteur peut modifier des saisons. C'est peut-être ce qui rend El Niño si étrange. Il n'a pas la brutalité d'un éclair. Il a la patience d'un océan. Il commence par des degrés, des vents, des pressions, des anomalies. Puis, beaucoup plus loin,
Quelqu'un regarde un champ trop sec. Quelqu'un écoute la pluie tomber trop fort. Quelqu'un sent une nuit trop chaude. Quelqu'un regarde une carte météo en espérant que la saison ne bascule pas trop. Le climat relie ces choses. Il relie le Pacifique à une ville, une température de surface à une récolte, une anomalie de pression à une rivière, une probabilité à une décision humaine. Alors, 2026 sera-t-elle une année où la météo mondiale devient hors de contrôle? La réponse la plus honnête est plus calme que le titre. Non, le monde ne bascule pas partout de la même manière. Non, chaque région ne connaîtra pas le même choc. Non, les prévisions ne sont pas une certitude. Mais oui, El Niño peut pousser le système vers des extrêmes plus probables. Oui, un événement très fort mérite une attention sérieuse. Oui, dans un monde déjà réchauffé, les impacts peuvent être plus lourds. Et oui, nous avons intérêt à comprendre avant d'être surpris. Il y a quelque chose de presque paradoxal dans cette histoire. Plus l'événement semble grand, plus il faut parler doucement, parce que parler doucement oblige à choisir les mots, à distinguer le possible du certain, le risque du destin, l'alerte de la panique, la science du spectacle. El Niño 2026 n'est pas un personnage, il ne veut rien, il ne menace personne avec une intention. C'est un état du système Terre, un mouvement naturel de l'océan et de l'atmosphère qui arrive dans un monde où nos choix ont déjà modifié beaucoup de conditions de fond. Le comprendre, c'est accepter que la planète n'est pas un décor fixe. Elle respire, elle oscille, elle garde la mémoire de la chaleur. Elle répond lentement, parfois brusquement, toujours à sa manière. Et nous, au milieu de cette immense respiration, nous essayons de lire les signes, des satellites, des bouées, des modèles, des cartes, des archives, des récits anciens de sécheresse et de pluie, des données nouvelles qui arrivent semaine après semaine. Tout cela forme une sorte de veille, une veille sur l'océan, une veille sur les nuages, une veille sur les sociétés humaines qui dépendent de saisons suffisamment prévisibles pour planter, construire, dormir, travailler, vivre. Ce soir, il n'est pas nécessaire de porter tout cela comme un poids. Il suffit peut-être de garder une image. Au milieu du Pacifique, la surface de l'eau se réchauffe, le ciel écoute, les vents répondent, et autour du monde, les probabilités se déplacent. Ce n'est pas une fin, c'est un signal assez fort pour être pris au sérieux, assez complexe pour être expliqué avec prudence, assez humain pour nous rappeler que prévoir, ce n'est pas contrôler le futur, c'est offrir au présent un peu plus de temps. Alors, pendant que la nuit continue, imaginons la Terre encore une fois, bleue, nuageuse, fragile, traversée par des vents invisibles, réchauffée par des océans qui gardent longtemps ce qu'ils reçoivent. Et peut-être pouvons-nous laisser cette idée se déposer doucement. Le climat n'est pas parfaitement stable, mais il n'est pas parfaitement opaque. Nous ne savons pas tout, mais nous savons assez pour regarder, assez pour préparer, assez pour ne pas confondre l'alerte avec la peur, assez pour comprendre qu'un océan plus chaud, très loin de nous, peut faire bouger le monde, mais que la connaissance peut aussi faire bouger nos réponses. Et cela, au fond, est une forme de calme, une façon de rester éveillé juste assez longtemps pour comprendre, puis de laisser la question reposer, comme une vague qui arrive, comme une vague qui repart, comme la grande respiration lente du Pacifique sous la nuit.